validé la chaussure, mais j'avais même pas la chaussure finale, j'avais des pièces en 3D, les trucs que j'ai mis, je me dis, oh, c'est... Non mais, enfin ça c'est vraiment unique, hein. On avait bien fait le boulot et les techniques et tout ça, mais la manière dont il fallait valider, parce qu'il fallait le faire, parce que le temps, on n'avait plus de temps, on l'a validé, mais j'avais même pas de chaussure finie, quoi. Et en fait, la chaussure, on l'a sortie, et ça a cartonné, quoi. Et du coup, c'est rigolo cette histoire, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur VRU TV, merci du visionnage. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, commente, like, partage la vidéo si tu as aimé la vidéo, si tu as apprécié la vidéo. Et suis aussi nous sur Instagram, VRU. On essaie de créer pas mal de contenu, on essaie de produire un peu plus sur la chaîne, donc on a besoin d'être soutenu. Donc plus on est abonné, plus ça nous motive à faire de plus de vidéos. Et voilà, on veut faire grossir la chaîne, on a besoin de soutien de tout le monde. Donc si tu regardes la vidéo, abonne-toi à notre chaîne. Ce serait vraiment cool de ta part. Et je te laisse visionner la suite de la vidéo si tu regardes la vidéo en cours. Et je vous dis à plus sur VRU TV. En gros, ça faisait, j'ai eu un entretien avec, un gars, le gars de Nike m'appelle, genre 2 mois après. Et il me dit, ouais, je veux juste te parler au téléphone. Donc même pas un entretien, enfin il disait pas un entretien, il m'appelle au téléphone. Et je lui parle, on parle pendant 10 minutes, super cool. Et il me dit, ah ouais, très bien, merci. Tiens, mais genre même pas, c'était une discussion, genre même pas spécialement à propos du boulot ou un peu, tu vois, genre super casual, chill, quoi. Et donc je raccroche et donc je sais pas trop de news, tout ça, et je reçois un email 1 mois après en me disant oui, on a pris un autre candidat pour un stage aux États-Unis. Et tu sais, moi je cherche un boulot, j'ai pas de stage, quoi. Et là, tu sais, je me dis putain, déjà si j'ai pas un stage et que je me fais refouler juste pour un stage, comment je vais avoir un boulot, quoi. Du coup là, un peu down et tout ça. Et en fait, le recruteur, genre tous les mois quand j'avais des chaussures qui sortaient de mon stage, je lui envoyais tout ça. Et en fait, à chaque fois, il me répondait, il me disait... Oui, pour l'autre marque pour laquelle tu travailles. Voilà. D'accord. Non, même pour Nike, quand j'étais en stage à Nike, tu avais des chaussures qui sont sorties, couleur matière que j'avais fait. Et donc, c'était après. Du coup, quand elles sortaient, à chaque fois, je lui envoyais, je fais, ouais, j'ai fait ça, machin. Et il me répondait à chaque fois, t'inquiète pas, ton projet m'intéresse beaucoup. Je veux l'utiliser, je veux en gros le montrer à des gens, je vais te contacter, mais on garde le contact, tout ça. Et je me disais, est-ce que c'est le genre des réponses qu'il envoie à tout le monde? Mais à chaque fois, il me répondait. Et là, j'étais chez mes parents et tout ça, au lieu de rien faire, tu sais, j'ai un peu bossé dans les restos, puis j'étais allé, j'avais pas de boulot, et j'étais allé aussi je faisais les vignes et tout ça, et je me dis, t'as rien à faire, autant bosser et voyager. Donc j'ai l'idée, c'est voir mon cousin qui était aux États-Unis, à Boston, du coup, je bosse en ligne. Et au milieu de ça, je reçois un appel en fait de ce recruteur qui me dit tiens, parce qu'à l'époque Converse c'était lié à Nike. D'accord. Et il me dit tiens vas-y, il y a une personne de Converse qui serait intéressée. En gros, est-ce que ça te dit de faire un entretien téléphonique avec la Et là, je fais un entretien téléphonique d'1 heure. On parle avec la design director et pareil, ça se passe. J'ai l'impression que ça se passe bien et plus de nouvelles du tout. Genre même pas une réponse ou quoi que ce soit. Donc, et là, je finis en gros mes vendanges, j'ai pas d'argent, je pars voyager pour visiter mon cousin à Boston. Première fois que j'arrive aux États-Unis, et en fait, je me rends compte que Converse, le siège mondial de Converse, c'est à Boston. D'accord, ok. Et, alors un truc de fou, et en fait, une des personnes, des employés avec qui je bossais, en fait, se retrouve, genre, poste un truc en disant, ouais, je suis en vacances à Boston, et elle m'envoie un message, tiens, je suis à Boston, j'ai été transféré de Nike à Converse, une des PLM, c'est Product Line Manager, à qui j'ai bossé. Et là, je dis, tiens, c'est rigolo, j'ai fait un entretien il y a 3 mois, 4 mois avec cette personne-là, j'ai jamais eu de réponse. Elle me dit, ah, je la connais super bien, tiens son email, là, je vais lui parler de toi demain. Je sais quoi. Moi, j'étais en vacances, heureusement, j'avais pris mon ordi et tout ça. Donc du coup, moi j'envoie un message, ouais, on a parlé il y a 3 mois, on n'avait pas eu tout de suite, tiens, je suis à Boston en vacances, est-ce que je pourrais venir visiter le campus de Converse? Et là, elle m'a dit, ah, t'es là, parfait, est-ce que t'es libre, par exemple, c'était le lundi, est-ce que t'es libre mercredi pour un entretien au campus et tout ça? Et je dis, ah, putain, je suis pas préparé, je suis allé imprimer mes trucs et tout ça. Du coup, je dis oui, et là, carrément, faut savoir, j'avais 22 ans, quoi. Donc, et là, j'ai carrément un chauffeur qui vient me chercher devant chez moi, en costume et tout ça. Ouais, c'est Nike, hein, donc méga limousine limite. Et le gars me prend et il m'amène au campus. Et là, je me tape, alors que c'est pas du tout prévu, ça se passe en 2 jours, une journée entière d'entretien, quoi. Ah oui. Et avec tout l'expérience que j'avais, il me fait putain, ouais, mais là, j'ai l'impression que toi, le taf, les skills que t'as, là, c'est juste pour faire en gros des couleurs des matières pour la Super All Star.
Oui, La la salle- traverse. Ouais, elle s'appelle comment? J'ai oublié. C'est la All-Star, c'est la Chuck Taylor. Chuck Taylor, voilà. Ouais. Donc c'était pour faire des couleurs matières pour les kids. Et là, Mariam, puis bon, franchement, vu ce que tu nous montres, j'ai l'impression que tu vas se faire un peu chier dans ce boulot-là, quoi. Et je sais pas, mais en fait, elle, le lendemain, donc je fais l'entretien, le lendemain, je reçois un email du VP Lifestyle de Nike qui me dit, tiens, est-ce que tu es libre demain, ce soir, pour faire un entretien vidéoconférence? Ah oui. Et en fait, elle a transféré au gars, et c'est passé super vite, hein. Ah oui. C'est-à-dire le soir même. On n'a rien de temps, quoi. Ouais, et là, du coup, je passe un entretien avec mon ancien boss qui était français d'ailleurs, qui s'appelait Sébastien Mermet, qui maintenant est le boss chez Salomon. D'accord. Et donc, il me fait un entretien le soir, on parle et tout ça, et on finit le truc. Le lendemain, je reçois un email du recruteur qui dit, qui me dit, est-ce que tu peux partir demain? On prend un billet d'avion pour venir faire 2 jours à Portland pour faire 2 jours d'entretien. Ah oui. Pas du tout prévu. Les vacances. Ouais, non mais c'est comme ça que je lui montre. Pas du tout prévu, du coup je dis oui, là il me paie les billets d'avion, donc j'étais en vacances, le gars il me paie les billets d'avion pour partir. Donc je pars de Boston, alors j'étais jamais, c'est la première fois que je venais aux États-Unis. Donc je pars de Boston à Portland, et j'arrive, tu sais après c'est Nike, genre t'arrives à l'aéroport, c'est limousine, t'as un appartement dans un super hôtel, et tout est, tu sais genre tout est salope parfaitement et tout ça, du coup j'avais mon temps. Et là donc je vais sur le campus de Nike première fois et tout, et je fais beaucoup d'entretiens. J'avais des panels avec, je sais pas, 5 personnes, directeurs, et j'en avais 4 dans la journée. Ah oui, carrément. Donc c'était à coup de 2 heures, et ça pendant 2 jours. Ça pendant 2 jours non-stop. Et je rentre donc à Boston, puisque j'étais censé rester 1 mois. Après je rentre en France chez moi, et là j'ai pas de nouvelles pendant 1 mois, un truc comme ça. Et là d'un coup je reçois encore un email d'un recruteur qui me dit, tiens, il y a un gars qui était pas là, un VP qui était pas là, il veut connecter avec toi. Donc je refais un entretien téléphonique et tout ça. Et puis 2 semaines après il m'appelle, il me dit ouais, c'est pour ton entretien, on voulait te donner le résultat et tout ça. Et il me dit, t'as eu le boulot. Ah oui. Et là congratulations. Moi j'étais chez moi, chez mes parents dans le sud de la France. Là, je te jure, ça a pris 1 an et demi entre mon stage et le truc. Et là, je regarde le mec, je fais non. Il me fait si, congratulations. Genre, je fais no way, like you're joking. Il est like non, mec, t'as eu le boulot quoi. C'est ouf quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu le boulot à Nike. Et après, donc, champagne quoi. Ouais, voilà. Et donc, après, je suis parti. J'ai toute ma famille encore en France. Du coup, ils m'ont payé le billet d'avion. T'as tout un process. Ils te font tout déménager. Donc, t'arrives, ils te payent ton appartement pendant 2 mois. Attends que tu trouves une maison et tout ça. Donc, je suis parti tout seul avec mon sac à dos. Je suis arrivé à Portland. T'es un aventurier quoi. Bah, tu sais, en fait, ça fait peur, mais d'un autre côté, c'est la meilleure émotion que j'ai eue. En fait, ça fait flipper, mais en même temps, c'est excitant, c'est nouveau. Et puis, tu sais, genre les gens qui flippent, tu te dis, mais moi, la manière dont je me dis, mais quelle est la pire chose qui peut arriver? Au pire, si ça se passe mal, je rentre chez moi, quoi. Et donc, j'ai commencé, je suis parti, c'est comme ça que j'ai commencé à Nike. Et j'ai eu le boulot. Ce qui faisait improbable, quoi. Donc, je connaissais personne, quoi. Tout cet acheminement pendant 1 an et demi. Après, faut dire qu'il y a de la chance, mais par exemple, mon portfolio il était ultra bien mis. J'ai bossé comme un fou, hein. C'est-à-dire que c'est pas venu tout seul. C'est-à-dire que faut savoir aussi que en anglais, tu compites, t'es en compétition contre des milliers de gens en Europe, aux États-Unis qui veulent avoir le taf à Nike. Et c'est les meilleurs. Donc, faut que tu bosses, mais faut que tu bosses plus que les autres. C'est ça, faut le savoir. Là. Après, t'as un côté de chance, mais tu l'as créé. C'est-à-dire que moi, pour préparer mon portfolio, pendant 2 semaines, j'ai pas dormi. Je faisais la nuit entière. J'ai fait 2 semaines de taf. J'ai fait que ça. Quoi. Ah oui, ok. C'est-à-dire que, faut bosser pour l'avoir. Ok. Il n'y a pas de secret, quoi. Et au bout de ces 1 an et demi là, t'as commencé chez Nike, t'as commencé à faire quoi? Donc quand je suis arrivé chez Nike, moi j'ai une position un peu bizarre, c'est à l'époque tu avais un espèce d'endroit où tu arrivais en tant que designer, en fait tu bossais directement avec les VP, tu avais un VP lifestyle, un VP performance, et tu faisais 6 mois là et ils te donnaient un peu des projets pour savoir quel type de designer tu étais, c'était plutôt performance, plutôt lifestyle. Une des 2 catégories. Et en gros c'est une catégorie qui n'est pas liée, parce que vraiment tu sais, t'as le business, t'as une triade entre les ingénieurs de développement, t'as tout ce qui est business, PLM, Product Line Manager, Merchandising, et après tu as tout ce qui est produit, design, tout ça. Donc tu as une équipe entière et tout le monde a un peu sa voix, tout le monde a des avis, il faut que, tu vois, c'est politique, c'est compliqué à naviguer. C'est-à-dire que tu peux pas faire ce que tu veux, ou ça prend du temps parce qu'il faut que tout le monde valide, etc., etc. Et moi j'étais là où en fait j'avais aucune structure, je bossais directement avec les VP. D'accord.
Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, ça allait beaucoup plus vite puisqu'on avait, il y avait personne, il n'y avait pas de gate, il y avait juste le VP et moi pour valider le truc. Oui. Donc ça allait très vite. Okay. Et en fait, on s'est rendu pour compte. Communiquer, c'était un peu plus simple. Voilà, exactement. Et puis, on s'est retrouvé en fait à faire des projets, des gens qui partaient en maternity leave ou des catégories qui avaient perdu un designer, qui avaient besoin d'un designer pour un projet que personne ne pouvait faire. Oui, pour le remplacer, quoi. Voilà, et en gros, moi je venais, je prenais le projet, et en fait, vu que j'étais lié à personne, en fait, on était capable de faire des projets ultra rapidement. D'accord. Contrairement, par exemple, on va dire, ça prend 1 an et demi, et ben nous, on était capable de faire le truc en 2 mois. Ok. Parce qu'on n'avait pas toutes ces gates, on ne dealait pas, et on s'est dit, putain, en fait, c'est vraiment, dans la position où j'étais, t'étais censé rester que 6 mois. Et j'ai fait 3 ans comme ça, où en fait, parce qu'on faisait des projets, on s'est rendu compte que c'était un peu le Black Ops of Design, où on venait, on pouvait faire des trucs super rapidement, et c'était un avantage. Du coup, je me suis retrouvé à pas être dans une catégorie, ce qui est très rare, et en fait à sauter de catégorie en catégorie. Parce que, par exemple, les catégories, pour expliquer, tu as Nike, donc tu as performance et lifestyle, et tu as, par exemple, dans tout, avant c'était structuré comme ça, tu avais basketball lifestyle, basketball performance, c'est une catégorie. Ensuite, tu as lifestyle running, une catégorie, donc une team entière. Ensuite, tu as lifestyle women's, lifestyle, par exemple, c'était Nike Lab. T'as les équipes, c'est tout segmenté, quoi. Du coup, quand tu es dans une équipe, tu bosses que sur, par exemple, si t'es en basketball, tu bosses sur basketball et tu vas faire 2 ans que de basketball. Moi, là où j'étais, c'est en fait, je me suis retrouvé à bosser de partout. Du coup, mes premières chaussures, j'ai fait une chaussure basketball NSW, c'était NSW, c'était lifestyle. Ensuite, j'ai fait du women's lifestyle, j'ai fait des Vapor Max, j'ai fait du Nike Lab, j'ai fait du tennis, j'ai fait un peu de skate, j'ai fait du running. Et du coup, moi, comparé à d'autres personnes, je me suis retrouvé à faire des projets. Là où un autre designer d'un Nike va mettre, il va faire 3 ans à basketball, puis après il va changer de catégorie, il va faire une expérience en basket. En 6 ans, il va avoir une expérience en basket, et par exemple, s'il va à running. Toi, t'en as vu plusieurs. Moi, j'ai été déjà en l'espace d'1 an, j'avais de l'expérience dans toutes les catégories, ce qui prend beaucoup plus de temps normalement, quoi. Donc c'était un avantage, quoi. T'as acquis ces expériences et donc, très rapidement. Voilà, donc c'était super intéressant pour moi, parce qu'en fait, tu pouvais être super créatif. Puis Nike, il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les gens voient pas, c'est qu'en interne, la créativité et les ressources qu'on a pour créer des choses, c'est monstrueux. Il y a plein de trucs, ce que vous voyez sur le marché, c'est filtré par le business, par tu vois, genre des stratégies et tout ça, mais il y a des chaussures de ouf, des concepts de ouf que personne ne voit, qui sont, et un côté créatif qui est monstrueux. Et des inspirations, etc. Vous travaillez beaucoup en équipe, c'est ça aussi. Ouais, on travaille en équipe, c'est qu'en fait, c'est aussi, on travaille avec d'autres designers, et puis on se rend compte, tu sais, genre t'as plein de designers, au début c'est dur, parce que t'arrives et tu fais des idées, et en fait t'as des autres designers qui vont prendre ton idée et qui vont l'utiliser, et t'es là, tu fais putain, mais... Et en fait tu vois ça comme quelque chose de mal, enfin mal, c'est envie de prouver, quoi. Donc c'est mal, au début tu le prends mal un peu, puis en fait tu te rends compte que c'est un acte, on te dit, par exemple, une personne qui sort une chaussure sur le marché, c'est pas spécialement, il va pas être spécialement le plus reconnu. Par exemple, il y a un designer qui sort pas beaucoup de chaussures, mais en interne, il donne vachement de concepts ou d'idées à tous les autres. D'accord. Et ça, c'est reconnu vachement plus que spécialement un designer qui fait en gros une chaussure finie, parce que peut-être que le designer il a fait cette chaussure, mais il a pris l'idée de 2 autres personnes, où il s'est inspiré, où il fait des... Donc tu vois, c'est différent. Ouais, pour finaliser en fait le projet, ok. Exactement. Et là, on voit sur la table un petit peu... Attends, j'ai pas fini. Oui. Ouais, continue. Il y a certaines choses, etc. On va y revenir. Ouais, vas-y, continue. Excuse-moi. Et donc après ça, j'ai fait 6 ans comme ça. Donc dans ce truc-là. Et après, je suis parti au foot. D'accord. Et donc ça fait aussi presque 6 ans que maintenant je fais les chaussures de foot, qui est une des catégories vraiment spécifiques à part entière. Complètement différent, le monde de performance complètement différent du monde de lifestyle. C'est pas la même approche, c'est différent, quoi. Une des chaussures qui a pu marcher, c'était celle-là. Donc inspiré, tu parlais de la tienne plus tôt. Air Max Plus. Air Max Plus, donc en gros. Fin des années 90, début 2000, c'est Foot Locker qui les vend. Voilà, exactement. En tout cas en Europe. Une des chaussures les plus vendues en France, quoi, en Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils la vendaient plus et on n'arrivait pas à l'enlever du marché français. Et c'est une des seules chaussures au monde qui a eu un surnom. La TM. La Shark. La Shark. Ouais, la requin. La requin. Ah oui, la requin. Oui, est-ce que tu connais n'importe quelle autre chaussure qui est en gros dont le consommateur a donné un nom qui n'existait pas, quoi.
Ah ouais, c'est vrai, effectivement, et t'avais plein de couleurs. Genre nous, Nike n'a jamais donné un nom en disant c'était la Air Max 10, mais ça n'a jamais été la requin et c'est la seule chaussure qui a le nom requin. C'est vrai que le requin, effectivement, c'est la requin. Tellement iconique que c'est le requin alors que c'est sorti de nulle part. C'est peut-être parce que le look s'était inspiré aussi d'une baleine, enfin il y a tout un truc. Ouais. Et donc du coup, moi c'est une chaussure à l'époque que je n'aimais pas spécialement. Ouais. Maintenant je l'adore. Tu l'as vu quand t'étais petit? Non. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est assez ironique, je me retrouve à faire la Vapor Max Plus, alors que c'est une chaussure que j'aimais pas spécialement quand j'étais gamin, que maintenant j'aime. Ouais. Et si vous mettez les deux, en fait, elles ressemblent à une TN par exemple, mais si vous mettez les deux, c'est quand même complètement différent. C'est que les lignes ne sont pas les mêmes, pourtant ça ressemble. Du coup, ça c'est. Et celle-là, elle a super bien marché, et elle marche encore bien d'ailleurs. Alors que, mais d'ailleurs, je l'ai jamais dit à personne. Comment on a créé cette chaussure, c'est assez incroyable, quoi. C'est quoi la en fait, c'était une chaussure dans une catégorie et c'était en gros Mark Parker, donc l'ancien CEO de Nike, et c'est une de ses chaussures préférées. D'accord. Du coup, en fait, il avait une voix, il avait un avis sur cette chaussure qui était super fort, quoi. Et à l'époque, en fait, tu avais une autre designer qui s'occupait du projet et ils ont fait une chaussure et en fait, Mark Parker, quand il l'a vu dans la présentation, il fait non, moi je veux pas ça. Ça faut pas que ce soit comme ça. Du coup, il a rejeté le première idée qui était censée aller sur le marché. Mark Parker, il le fait jamais, quoi. Donc il a dit non, vous mettez pas ça, vous le refaites. Du coup, ils l'ont refait. Ouais. Et la deuxième fois encore, il a dit non, vous le faites pas. Ça allait pas. Ça allait pas. Et du coup, en fait, le projet il est pas parti. Les designers après ils sont occupés d'autres projets, ils ont un peu parti à l'abandon, quoi. Et mon ancien boss m'a dit tiens, ce projet-là, on n'a pas de designer dessus, est-ce que ça dit de le faire? Je dis oui. Et du coup, je crois qu'on a eu le brief. Ils avaient déjà un peu fait le design un peu, et on a eu le brief et on l'a eu le lundi. On a eu 2 semaines pour faire la chaussure. Et on est parti au bout de 2 semaines en facto, en usine à l'époque en Corée. Et en gros, on l'a fait en 2 semaines. Ah oui. Et j'ai validé la chaussure, mais j'avais même pas la chaussure finale. J'ai des pièces en 3D et des trucs que j'ai mis. Enfin, ça c'est vraiment unique. Hein. On avait bien fait le boulot et les tech packs, tout ça, mais la manière dont il fallait valider, parce qu'il fallait le faire, parce que le temps, on n'avait plus de temps. On l'a validé, mais j'avais même pas de chaussure finie, quoi. Et en fait, la chaussure, on l'a sortie et puis ça a cartonné, quoi. Et du coup, c'est rigolo cette histoire, quoi. Ah oui. Et donc, c'est sorti de nulle part, on l'a fait un peu, elle n'était pas censée être finie. Elle se retrouvait à la faire en court terme, un peu sur le côté, et puis finalement, ça s'est vendu de ouf. Finalement, ça s'est vendu de ouf, et regardez le résultat final. Bah ouais, parce qu'en fait, pendant les années 2020-2021, c'était en gros les chaussures les plus vendues au monde, sneakers. La première, c'était la Air Force One, et la deuxième, c'était la 270, et ça, pendant 2 ans, c'était la troisième. Ah oui. Donc mondialement, c'est vrai que ça a bien marché, quoi. Avec la requin. Voilà. La Vapor Max, c'est celle-là. La Vapor Max, celle-ci, elle est pas mal, hein. Ouais. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si l'un d'entre vous en a acheté. Ouais, mais ils en font encore, quoi. Il y a eu plusieurs couleurs. Ils en font, mais en fait, la chaussure devait être sur le marché pendant 1 an. Ouais. Et en fait, ils en vendent en Europe, ils veulent pas l'enlever. Du coup, ils disent non, mais là on veut pas. Du coup, sa chaussure était censée être vendue que pendant 1 an, c'est en 2018. Et regarde, ils font encore des colors et on en voit encore en 2023. C'est uniquement Foot Locker qui les vend. Non, mais non, c'est un peu plus tous les acomptes, quoi. Donc vous pouvez la trouver assez. Chez JD Sport, voilà, tout ça. Sur Nike.com, etc. Nike.com, surtout Nike.com. Et voilà, après ça c'est une autre que j'avais fait, donc ça c'était quand on travaillait à Nike Lab sur une chaussure existante, donc c'était des trucs comme ça, où ça c'était un modèle assez rigolo avec un truc, c'était inspiré d'une vieille chaussure de Nike qui s'appelle la Chapuka d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, et celle-là s'appelle la Chalapuka, l'original s'appelle la Chapuka et c'était une pièce en plastique, ce qui a été fait dans les années 90 je pense, ou début des années 2000. Si vous voulez faire la recherche, vous regardez, c'était un peu rond, c'était une pièce en plastique qui correspond exactement à la même. Et en gros, l'idée c'est de faire une version Nike Lab à l'époque, une version premium de ce modèle-là. Du coup, ils avaient fait un mix avec Talaria et inspiration Chapuka, donc ils appelaient la Chalapuka. Voilà, donc ça c'est une des nôtres et elle était sortie dans un Fashion Week à New York, c'était assez rigolo. C'est Nike Lab celle-ci. C'était Nike Lab, vous pouvez plus la trouver maintenant. Mais là, vous pouvez la trouver peut-être dans des stores vintage et tout ça, mais ça c'était Nike Lab, ça existe, c'est différent maintenant. Mais voilà, ça c'était une Nike Lab aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Après j'ai un sac entier, j'ai des trucs entiers, ça c'est juste 2 paires qu'on vous montre, mais il y en a un paquet. Il y a plein d'autres choses aussi qui ont été designées, mais celle-ci ça fait partie d'une des paires, la Chalapuka, regardez, très belle. Pour l'été elle est très bien, vous pouvez marcher, et elle est tout terrain. Elle est tout terrain, super confortable et tout ça, ouais c'est plus été. Ouais c'est plus été avec les trous etc. Donc,
Voilà. Depuis rigoler, donc ouais, voilà un peu le design et comment ça se passe. Et comme je disais, ça fait maintenant, ça fait 11 ans que j'y suis, ça passe vite. Ouais, ça passe à une vitesse. Ouais. Mais après, voilà, c'est possible. Après, il faut bosser, toi. Il n'y a pas de secret, quoi. Mais non, après, c'est une super expérience. Ouais, au niveau des chaussures, au niveau de plein de choses. Au niveau de la vie en général, parce que aussi, ils nous font voyager. On voit le monde, quoi. Genre, on voyage dans des conditions, on rencontre des athlètes de haut niveau, on rencontre des artistes, on va voir des shows, on fait des usines, on va tout. Je suis parti en Corée, en Taïwan, Japon, Indonésie, Vietnam, en Chine, on fait toute l'Europe aussi, parce qu'on fait aussi des trips d'inspiration et tout ça. Donc c'est des expériences que des compagnies comme ça peuvent donner, quoi. Donc, non, c'est incroyable. Mais après, c'est possible, hein. Enfin, j'ai réussi à le faire, quoi. Après, c'est dur, ça n'arrive pas. Mais c'est possible, quoi. Donc il faut se donner les moyens et ça peut arriver, quoi. Donc il n'y a pas de secret. Et selon toi, sans faire de catégories, c'est ça, au niveau des pays, etc. Dans quel pays ça t'a plus plu là où je suis allé avec le boulot? Ouais. Moi, en Asie, ce que j'ai préféré, c'est... après, ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien, hein, mais c'est la Corée. Moi, la Corée, c'est incroyable. Au début, j'y suis allé la première fois, j'ai pas aimé. Parce que c'est des tours de partout, ils n'ont pas de maison. C'est rigolo, quand même, pour des raisons, en gros, politiques avec l'armée et tout ça, enfin, c'est très spécial. Mais au début, et puis plus tu commences à connaître en gros la culture, c'est un des pays en Asie, pas des seuls, mais un pays en Asie que j'ai adoré parce qu'en fait, tu as encore le côté ultra rural et culturel il y a 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que tu peux trouver il y a encore les vieux marchés de poissons à 5 heures, ils n'ont pas changé. Et puis à côté de ça, vous avez toute une nouvelle génération de jeunes, en fait, avec par exemple les K-pop et tout ça, la musique, en fait, qui sont ultra futuristiques. En gros, tu as des buildings futuristiques, tu as des écrans partout, tu as l'impression d'être dans un film de science-fiction. Tu as des robots, des trucs, et puis ils ont pris, au lieu de juste copier la culture américaine, la culture européenne, en gros, ils ont pris des influences et ils ont fait la leur. D'accord. Du coup, ils ont créé leur propre culture à elle qui est ultra moderne. Ils ont encore des vieux temples, des dynasties. Ils ont encore des vieux, en gros, marchés locaux qui fonctionnent de la même manière. Tu vois. Donc, moi, je trouve que, en gros, le gap entre les deux et puis s'ils marchent ensemble, c'est super intéressant, spécifique à ce pays-là. C'est un mélange de vintage. Voilà, exactement. Et de moderne, nouvelle technologie, quoi. Exactement.